n'être qu'une mode, mais elle s'est imposée. A-t-on enfin libéré le salarié ou l'a-t-on enfermé dans une nouvelle réalité? C'est ce dont on va parler tout de suite avec Alexandre Désinard, écrivain et véritable observateur du monde du travail. Bonjour Alexandre. Bonjour Claire. Alors en 2008, vous avez publié L'Open Space m'a tué. Votre dernier livre, il est sorti lui en 2024, donc très récemment. Il s'intitule cette fois-ci La visio m'a tué des éditions Alary. La couverture, elle se veut choc et provocatrice avec cette image et ce titre que l'on voit à l'écran. On a compris, bien évidemment, le détournement du titre. C'est une faute assumée et qui fait référence à l'affaire Omar Haddad avec cette inscription tristement célèbre « Omar m'a tué ». Alors, depuis 2011, vous tenez également la rubrique Décodage pour la revue professionnelle éditée par les éditions Charles Foster. Elle est consacrée aux stratégies et aux environnements de travail tertiaires, office et culture. Alors, j'en profite pour saluer le directeur de la publication que je connais très bien, Alain Boisson, que j'adore et qu'on connaît très bien, nous tous ici sur News Workwell et chez Agora Manager Group. Et pour dire bravo pour cette revue de qualité que je prends beaucoup de plaisir à lire. Alors Alexandre, je suis ravie d'être avec vous. L'ironie de notre première prise de contact, c'est qu'on l'a faite en visio. C'est vrai. C'était pratique. Oui, c'est pratique. C'est justement pour ça, on va en parler. Mais... Là, exactement. Alors dans votre livre, vous décrivez la visio comme une révolution subie. Pourquoi ? Oui, subie dans le sens... Enfin, au début, c'était plutôt une libération qui nous a permis de nous libérer des contraintes du Covid. C'est comme ça, d'ailleurs, ça s'est installé. C'est ça qui a fait que le télétravail et la visio sont entrés dans les usages. Et en fait, on s'est habitué, la technologie, on aurait pu faire ça bien avant. Les technologies de visioconférence et ça étaient prêtes, on aurait pu organiser le travail de cette façon-là. Et on s'est aperçu pendant le Covid que c'était très pratique, que c'était effectivement une révolution, mais qui a des conséquences. Et il ne s'agit pas, en fait, elle est rentrée dans l'usage, c'est pas de se dire, enfin, moi je pense que notre conversation ne doit pas être pour ou contre le télétravail, c'est plutôt de dire que le télétravail est là, et que c'est en fait l'élément central, c'est la visio, et on ne reviendra pas en arrière, mais on pressent un coup humain à tous, même ceux qui trouvent ça pratique. Ouais. D'ailleurs, vous soulignez des paradoxes, puisque plus de liberté avec la visio, on peut être effectivement en télétravail. Alors normalement on doit être chez soi, mais en vrai les gens vont un peu partout. Parfois même ils sont en vacances, on ne devrait pas le dire, mais ils font de la visio en fait en étant dans l'endroit des vacances pour le week-end. Donc plus de liberté, mais du coup le revers de la médaille c'est qu'il y a plus d'isolement. Exactement, et aussi moins. En fait c'est plus de liberté de chacun d'aménager son temps, d'éviter les temps de transport, de rester en télétravail le jour où on a un recommandé à chercher ou des enfants à déposer. Il y a plein de choses qui sont... Voilà, c'est très pratique. Mais en fait, il y a quelque chose qui n'est pas pratique, c'est que dès qu'on veut se coordonner, parce qu'en fait, si chacun organise son temps comme il veut, quand on veut se réunir, quand on veut s'organiser, quand on veut se synchroniser, c'est beaucoup plus difficile. Donc en fait, la liberté de tous, ça correspond à une astreinte aussi de tous. Parce que finalement, où tu es, où je peux te joindre, comment je peux travailler avec toi, comment on peut se réunir. Alors, du coup, le point commun qui permet de tous se réunir, c'est la visio. Ce qui fait que, du coup, la visio devient le mode de travail par défaut. Donc, c'est pour ça que, quand vous parliez d'une mode subie, je dirais que c'est une mode subie qui est devenue un mode de vie. Et on peut questionner ce mode de vie. Est-ce que vous pouvez nous donner des anecdotes concrètes qui viennent justement appuyer ces avantages, mais aussi ces inconvénients ? Alors, oui, en fait, le livre est un recueil, entre parenthèses, d'anecdotes, puisque ce sont des paraboles, donc je peux vous en donner plein. J'en avais imaginé quelques-unes, mais celle que j'avais envie dont j'ai assez peu parlé jusqu'ici, c'est celle de la réunion hybride. Parce que je trouve que j'ai voulu montrer ce qui dans notre travail, était imputable au télétravail lui-même, au-delà de nos manières habituelles de travailler. Quand on fait une réunion hybride, il peut se passer plein de choses, mais en fait, ça réunit les gens en distanciel et en présentiel. Et j'ai voulu montrer dans une scénette quelque chose qui est arrivé vraiment, puisque les scénettes sont faites de faits réels, on en reparlera, je pense, c'est que la réunion a échoué à cause de son hybridité. C'est-à-dire que le début de la réunion, il y avait beaucoup d'enjeux. C'est des gens qui se rencontraient, une maison de production et une dessinatrice, et qui voulait adapter sa bande dessinée en dessin animé et en animation. Et en fait, il y avait des gens à distance, le directeur artistique était à distance, et il a commencé à raconter quelque chose, il ne se rendait pas compte, parce qu'il ne voyait pas les réactions de ceux qui étaient en présentiel ensemble, que l'auteur de bande dessinée était très contrarié par ce qu'il racontait,
et donc on voulait l'arrêter. Et le problème, c'est quand on n'entend pas les autres qui vous parlent, on est dans un tunnel. Donc ça, c'était un des avantages de la visio, parce que s'il était tout sur place, quelqu'un lui aurait fait un clin d'œil en disant tais-toi ou ralentis, ou voilà, il aurait pu avoir une sorte de communication là-dessus. Ça, ce sont des choses qui sont difficiles à extraire comme ça. Et on ne peut que les montrer dans l'histoire. L'ambiance, ça se sent. Voilà, et on ne le sent pas quand on est derrière. Et après, il y a eu une autre chose, c'est-à-dire qu'il y a eu un deuxième temps dans la réunion, c'est que quand les gens en présentiel ont commencé à prendre le dessus, voilà l'anecdote, c'est que ils ont commencé à parler entre eux, et la personne qui était en distanciel, on l'a oubliée, parce qu'en fait, elle hey, oh. Et là, pour le coup, elle avait quelque chose à dire pour rattraper la réunion. Donc en fait, la réunion aurait pu très bien se passer en présentiel et a foiré parce qu'elle était en distanciel. Ouais. Excusez-moi pour le mot foiré, mais c'était un échec total. Et puis il y a aussi un souci de rythme, c'est-à-dire pendant une réunion, c'est comme de la musique, il faut un rythme, il faut donner un rythme. Si on coupe la visio, on n'entend plus, il y a des problèmes de connexion, à un moment donné, on va s'agacer. Tout à fait, c'est pour ça que les présentiels prennent le dessus souvent. Surtout qu'ils ont pris la peine de se réunir. Celui qui est en distanciel, on l'aime pas. C'est un peu, voilà, on se dit, bah t'es pas là, donc. Alors celui qu'on n'aime pas non plus, c'est celui qui ne met pas sa caméra. Oui, ça c'est vrai. Et je suis d'accord aussi pour quand vous parlez de fluidité, c'est aussi assez agaçant, on finit par s'habituer, mais on est obligé comme si on avait un bâton de parole, parce qu'en fait, on peut pas, les flux de données, de la voix, peuvent pas se superposer, ça ne marche pas technologiquement. Là, pour le coup, on est quand même limité. Alors que là, voilà, si vous me dites un petit mot, je comprendrai tout de suite qu'il faut que je me taise. Oui, tout à fait. Il y avait une autre anecdote dans votre livre que vous expliquez, on ne va pas la détailler, mais c'est ce que ça m'a fait penser. Il y a une réunion qui se passe entre des collaborateurs. Mais il y a d'autres collaborateurs, on pense qu'ils sont chez eux, en fait, en télétravail, et puis on se rend compte au moment de la pause clope qu'en fait, ils sont là, ils sont dans le bâtiment, mais qu'ils sont juste connectés un étage au-dessus. Oui, c'était pas la pause clope, c'était la pause déjeuner, c'est qu'importe. Mais c'est vrai qu'en fait, ils sont tous descendus du premier étage, alors qu'il y avait une grande salle de réunion qui était réservée pour eux, 60 personnes, tout le marketing, pour recevoir une agence. Et en fait, ils étaient là, mais en distanciel. Parce que pour eux, c'était bien plus pratique. Ils se disaient pourquoi Et en fait, ils étaient à l'étage. Ils sont venus chercher leur plateau repas en même temps que ceux qui étaient sur place. C'est fou. Et en fait, je trouve que cette scénette-là, elle est plus que parabole, elle est même inaugurale parce qu'elle symbolise exactement tout le quiproquo qu'il peut y avoir entre les jeunes générations et les anciennes. Parce que la plupart des gens qui sont descendus au premier étage ne voyaient pas le mal qu'ils faisaient. Parce qu'ils n'ont pas connu le temps où la réunion par défaut était en présentiel. Eux, ils sont nés dans le travail après le Covid. Et donc, du coup, ils ne comprennent pas le mal. Ils se disent, c'est bien plus pratique. Moi, je peux en même temps bien écouter, en même temps répondre à mes emails, et j'ai mis des écrans, et tranquille. Donc, je suis plus efficace. Alors que l'autre génération, c'est-à-dire la génération Y, je ne sais même pas quelle génération on parle, à partir de 35 ans. Quoi. Oui, voilà. Un peu plus. C'est pas, mais disons, en tout cas, tous ceux qui sont arrivés sur le marché du travail avant 2020, disons... Pour eux, c'était une vraie problématique. En tout cas, déjà, c'est mal élevé. Ils comprennent ça. Il y a un problème en disant ils ne savent pas vivre. Mais en fait, non, mais je pense qu'il faut... Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de voir qu'en fait, c'est une histoire de différence d'expérience, en fait. Alors, vous soulignez l'absurdité, justement, de certaines situations, comme les conjoints, par exemple, qui deviennent des coworkers. Oui. Ça a dû arriver à beaucoup de monde qui nous regarde. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'on assiste au travail de l'autre. Et ça, c'est nouveau. Moi, normalement, je n'ai pas à connaître comment travaille ma femme. Et quand je l'ai découvert, je n'ai pas trop aimé. Elle m'a beaucoup impressionné. C'est pareil aussi avec les enfants. Moi, quand j'étais petit, mon père, quand il partait le matin travailler, il allait au bureau. C'est tout ce que je savais. C'était un mystère. C'était un gros mystère. Il me disait, j'ai dit, tu vas où ? Il me disait, je vais gagner la croûte. C'était ça le bureau de mon père. Alors que maintenant, les enfants voient leurs parents. Il y avait une part de magie quelque part. On s'imaginait un peu ce que c'était que ce bureau. Ça pouvait être plein de paysages à la fois. Plein de paysages à la fois, plein de choses. Il y avait le Noël d'entreprise une fois par an, mais maintenant, en fait, vous savez qu'il y a des marques de jouets qui vendent des kits de télétravail pour les enfants. C'est authentique. Et ça, je ne sais plus quelle est la marque, mais qu'importe, on n'a pas à la dire. Ces pauvres enfants qui sont déjà au travail. C'est pour faire comme papa-maman, donc on prend la tenue du... voilà, et donc, du coup, je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, c'est là en tout cas. C'est-à-dire que voilà, on voit des lieux, donc on assiste à des choses inédites. Donc on devrait réfléchir à ça. C'est pour ça que je voulais sortir du débat contre le télétravail. Et en fait, pour cette histoire de confusion, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que en fait, le mélange vie privée, vie pro, c'est un des problèmes. C'est surtout de dire que en fait, c'est très pratique de pouvoir travailler partout. Mais il faut aussi se dire que quand on peut travailler partout, ça veut dire aussi que le travail est partout, y compris aux endroits où on n'a pas envie qu'il soit. Tout à fait.
Et donc, il y a les bars en Belgique qui n'aiment pas trop qui se plaignent contre les Ah télétravailleurs. oui? Dans les salles d'attente, il y a des gens qui déplient leurs ordinateurs. Dans le métro, Dans peut-être? le métro, les terminaux d'aéroport, même les squares, même dans la rue, on entend des gens qui sont en visio en train de parler tout seuls. En fait, moi, j'ai même vu quelqu'un sur le boulevard Magenta, je suis parisien, et c'est l'endroit peut-être le plus. Et il devait avoir oublié, un gars avait dû oublier qu'il avait une visio à ce moment-là, il a dû avoir un rappel, il a ouvert son ordinateur sur une borne jaune non, blanche et rouge de travaux, et il a fait sa fenêtre au milieu du boulevard Magenta. Et en fait, c'est très pratique, on gagne du temps sur la vie, mais on gagne du temps sur la vie en travaillant. Et donc, en fait, ça veut dire que ce n'est pas le confort qui prend la place du travail, c'est plutôt le travail qui prend la place du confort. Et je trouve que le meilleur exemple pour ça, c'est les tracances, parce qu'en fait, ça provoque Tout à fait. ça embête ceux qui sont en vacances, qui veulent déconnecter, et celui qui travaille voit les autres s'amuser sans pouvoir les rejoindre. Ouais. Et c'est comme travailler en bord de piscine, c'est impossible. Oui, et puis je pense que ça induit un autre phénomène, c'est que c'est très envahissant pour une personne qui a envie de déconnecter pour le coup, mais qui se dit oh mais je vais peut-être prendre mon ordinateur, ça me prendra que quelques heures, je vais regarder ça quand je Exactement. serai là-bas. Et en fait, ça nous force quelque part à travailler là où on ne devrait pas travailler parce qu'on a pris des vacances. C'est pour ça que je pense que le confort, enfin le plaisir, le loisir va pâtir face au travail. Je pense que c'est le travail qui va gagner dans ces cas-là. Parce qu'en fait, on a toujours un peu mauvaise conscience quand on voit quelqu'un travailler. Oui, bien sûr. Alors, je voulais vous lire un extrait, un passage, page 140, qui dit pour contrebalancer les effets du télétravail et du distanciel, le credo, c'est double dose de fun dans le management. Et c'est justement cette fausse atmosphère de spontanéité qui pousse les Carla à se replier dans le télétravail. Devoir trinquer pour s'intégrer, la fête est forcée, c'est la trappe à la dérape. Imposée, la convivialité devient tyrannique, cruelle. Pour que les salariés s'engagent sincèrement, il faut qu'ils puissent se désengager sans jugement. Alors cette Carla, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est-à-dire que quand vous avez un N+1 ou un N+2 qui dit il faut participer à ces moments autres que le travail pour se fédérer une équipe, vous pouvez très bien vous extraire en télétravail, c'est vrai, mais c'est un refuge qui est factice parce qu'au bout d'un moment, vous finissez par être le vilain petit canard de l'équipe. Et c'est ce qui lui arrive. Donc en fait, on est dans une situation, un dilemme où il n'y a pas de bonne solution. Parce qu'on se réfugie, on sait que c'est temporaire, c'est une sorte de pansement. Et encore, en plus, on peut être surveillé à distance avec Teams, qu'on voit les voyants verts. Mais bon, au moins, on n'a pas le regard des autres. Mais surtout, en fait... on ne peut pas s'extraire d'une équipe et quand on est une personne qui veut absolument créer ce sentiment d'équipe pour créer ce sentiment d'appartenance. Voilà, c'est lié c'est un des défauts de télétravail, c'est la difficulté à créer un sentiment de culture d'appartenance. Du coup, on en fait des tonnes, Et ça vient un peu trop d'en haut. En fait, les moments vécus qui marchent le mieux, ce sont ceux qui sont spontanés et qui viennent du bas, où on déjeune, une pause clope ou des choses comme ça. Mais dès qu'on essaie trop de l'organiser, de le fédérer, de le rendre obligatoire, ça vire un petit peu à, comment on appelle ça, les rites de passage qu'on fait subir, les bizutages. Voilà. Oui, tout à fait. Justement, on va parler de culture d'entreprise. Autrefois, c'était incarné dans des rituels plutôt quotidiens. Donc, on avait, comme vous disiez, la pause café, la pause déjeuner, la pause clope pour ceux qui fument, même s'il ne faudrait pas fumer. Est-ce que ça peut survivre à la visio ? Alors, ça va survivre à la visio, mais c'est vrai que c'est plus difficile de faire un pot de départ avec la moitié des gens qui sont là. Ou de faire un pause café quand il y a la moitié des gens aussi. C'est juste que ces rituels ne vont pas disparaître, pot de départ et tout ça, mais ils vont être dégradés parce que ça marche avec les gens qui sont présents. Puisque c'est rien que par cette nouveauté de ne pas savoir qui est là aujourd'hui. C'est la nouveauté. Avant le Covid, on savait qui allait venir au bureau puisque tout le monde y allait. Aujourd'hui, il y a une scénette où il y a un groupe WhatsApp qui se crée pour voir qui vient déjeuner aujourd'hui. Je ne sais plus comment il s'appelle, qui est là aujourd'hui. C'est un groupe rigolo pour savoir, parce que c'est un groupe de potes de bureau qui aiment bien se retrouver à déjeuner. Donc, ils ne viennent pas au bureau si jamais les autres ne sont pas là. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'ils se coordonnent. Ce qui montre bien que la nature du bureau a changé. Et c'est aussi, pour la culture d'entreprise, l'autre chose qui est importante, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que ces rituels vont se dégrader. J'ai l'impression que les entreprises aujourd'hui, et j'ai une scénette là-dessus, qui s'appelle Organisons la spontanéité. Elles se rendent bien compte qu'elles perdent un peu tous ces moments, tous ces rituels qui soudent les équipes, qui créent un sentiment d'appartenance, notamment tous les moments informels, parce qu'il y a les rituels, mais il y a aussi les moments informels, les accidents, les choses, ne serait-ce qu'en sortant de réunion, ou avant, on fait une sorte de... On discute un peu, comment vous avez trouvé le trajet. Évidemment, en visio, on ne peut pas demander quel est le trajet, parce qu'on est chacun chez soi, on ne sait même pas où on est, quelquefois on a un fond d'écran. Et donc, en fait, quand on est au bureau,
il y a des tas de mamans qui, quand il y a un vécu commun, on s'en souvient. Donc, du coup, les entreprises réfléchissent à ça. Et j'ai vu, voilà, il y a eu une réunion je décris des réunions d'associés qui se demandent comment on pourrait organiser la spontanéité. Ce qui est quand même un bel oxymore, organiser la spontanéité. Oui. Et donc, ils se disent, ils font référence à une entreprise qui s'appelle Work Adventure qui crée un open space virtuel sur Teams. Ah oui, oui, je vois très bien ce que c'est. Il y en a un autre. C'est comme Sims, les Sims un petit peu. C'est SimCity, exactement. Et c'est exactement ça. Et on voit les gens de l'open space qui se déplacent et quand ils se rencontrent, ça crée une visio spontanée, ils peuvent prendre un café. Et il y a la moitié des associés de cette SS2I, je sais plus, on n'appelle plus ça des SS2I maintenant, mais en vrai l'équivalent, disaient c'est génial, il faut faire ça, et d'autres qui disaient vous allez créer de la spontanéité en rajoutant du virtuel sur le virtuel, j'y crois pas, on est dans SimCity justement. Oui, et donc il y en a, oui c'est bien, et donc ils ont finalement choisi de faire une sorte d'open de recrutement pour les jeunes, pour qu'il y ait une sorte à la fois... Voilà, qu'il y a une sorte d'espace d'accueil, puisque maintenant la plupart des entretiens de recrutement se passent aussi en visio. D'ailleurs, ça aussi, c'est un problème. Mais en fait... Pourquoi c'est un problème, justement, pour vous, que les entretiens se passent en visio? Parce c'est assez difficile d'extraire en très peu de phrases tout ce que peut provoquer une rencontre en présentiel. Mais rien que le fait de prendre le métro et d'aller sur le lieu de l'entreprise, de rencontrer la personne, sur le lieu de travail, on se dit tiens, dis donc c'est embêtant, j'ai fait 30 minutes de métro, ou j'ai pris la voiture, et où j'ai été marcher. Bon. Et sur le chemin, on s'implique, on réfléchit aux trucs comme ça, alors qu'en fait, c'est exactement la même différence que de donner rendez-vous dans un bar ou sur Tinder. Et c'est qu'en fait, on peut ghoster le candidat, ou le candidat peut ghoster l'entreprise très facilement parce qu'il a le sentiment d'avoir obtenu cet entretien facilement, mais il peut aussi s'en dégager facilement. Donc en fait, on connecte facilement, mais on lit pas facilement. C'est ça la nouveauté de notre époque. Et ça se manifeste, et le lien, le premier contact entre entreprise, le premier rendez-vous est important. Quand il se passe en visio, il n'aura pas le même impact qu'en réel. C'est vrai, puis on peut voir justement la motivation du profil Tout à fait. recruté, parce qu'il fait la démarche de se déplacer jusqu'à l'entreprise, qui parfois est loin, et donc ça montre une motivation. Ça montre une motivation. Et donc, du coup... Puis on ressent en plus, l'atmosphère, une ambiance quand on arrive dans une entreprise, une énergie, Exactement. si on est sensible à ça. Exactement. C'est tout de suite si ça va nous plaire ou pas. Exactement. Exactement. C'est exactement. On peut ressentir ce qui se passe, on peut voir on croise les collaborateurs s'ils sont là. On voit avec si... qui potentiellement on pourrait travailler. Non mais c'est vrai. On voit si on entend des rires ou si une atmosphère de musée Grévin. On sait, c'est pas... C'est vrai. C'est ça. Alors, comment vous avez trouvé vos témoins? Parce que justement, ces anecdotes sont réelles. On a juste changé les noms des entreprises et puis les prénoms. Oui, alors là, pour le coup, j'ai eu plus de difficultés à les trouver. Donc, ça m'a pris pas mal de temps, pendant 2 ans. Mais je ne dis pas que j'ai mis 2 ans d'affilée à réfléchir à ça. Mais déjà, c'est une révolution qui est quand même très récente. Oui. Et donc, je théorisais en marchant, quoi. C'est-à-dire que les gens que je rencontre, c'est à la fin, au bout de 2 ans, que ça a commencé, quelques paraboles ont émergé de tous les gens à qui parler. Mais ça fait depuis 15 ans que je chronique le monde du travail. Les contacts, j'en ai plein. Donc j'ai assisté à des visios clandestinement. J'ai même été sur place dans des gens qui m'ont invité dans leur open space. Et du coup, je restais là en faisant semblant d'être un prestataire inconnu. Mais en fait, j'écoutais tout ce qu'ils disaient. J'ai prélevé aussi sur LinkedIn, ça, il n'y a qu'à ramasser, parce qu'avant, LinkedIn, il y a 10-15 ans, on ne s'envoyait pas des emojis et on ne s'envoyait pas des références qui sont proches de celles de Facebook sur LinkedIn, quoi. Et donc, tout ça s'est transformé, parce qu'en fait, on s'aperçoit, on arrive à choper bien plus de choses par nos échanges numériques aussi. Beaucoup de gens m'ont envoyé aussi des captures d'écran, des échanges sur les WhatsApp, parce que les WhatsApp aussi sont devenus de plus en plus professionnels. Il y a plein de canaux aussi, ça c'est un autre sujet, mais des canaux de communication, pardon. Des canaux, oui. Et, oui, pardon. Et des canaux de communication. Et donc c'est là-dessus que j'ai essayé de chercher, c'est les bouts de témoignages qui m'ont permis de dégager des tendances, en fait. Et après, des histoires qui sont symboliques, comme celles que je vous ai racontées, comme la sellette, où les gens ne sont pas descendus du premier étage. Elles ont des valeurs de parabole, voilà, toutes ces histoires. Mais Et comment vous avez eu envie de travailler sur la thématique de la visio? Est-ce que c'est une personne qui un jour vous a parlé d'une anecdote et vous vous êtes dit c'est intéressant, il faut que j'en parle? Non, c'est un gars sur LinkedIn que je ne connaissais pas, qui avait adoré l'Open Space m'a tué.
Et donc, du coup, il m'a dit, il m'a interpellé, en fait, il m'a provoqué. Il m'a dit, Alexandre Désinard, à quand le télétravail m'a tué. Et alors, moi, je l'ai mal pris au début, j'avoue. Mais vous pensez qu'on se moquait de vous? Oui, et je pense, et puis je disais, un m'a tué, c'est pas une recette publicitaire, mais en même temps, parce que je me suis dit, j'ai fait quand même l'Open Space m'a tué, le Facebook m'a tué, donc ça fait un peu concept marketing publicitaire, alors que c'est quand même une enquête et c'est quand même une réflexion. Et en fait, le soir même, hein, je me suis dit que ce gars-là avait raison, c'est lui qui avait raison, sauf que c'est plus difficile d'appeler ça le télétravail m'a tué, parce que le télétravail, en fait, c'est- ce livre-là ne se parle. Et la question, il faut repenser le travail, il ne faut pas se limiter au travail à domicile. Télétravail, en Oui, fait, ça veut dire tout à travail fait. à distance. Tout à fait, alors que la visio, on ne l'utilise pas forcément en étant chez soi d'ailleurs ou à distance. On Exactement. peut être à l'entreprise, justement. On a vu des anecdotes qui le prouvaient. Exactement. On fait des réunions avec ses propres collaborateurs dans l'entreprise, on est parfois même dans la même pièce. Dans la même pièce, ils s'en rendent compte quand il y a de l'écho. Et Oui, c'est ça, exactement. bon, ok, on peut se parler alors. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce sujet-là, c'est la visio, en fait, permet montre que, en fait, ah, voilà, c'était sur Ubisoft, j'ai eu et Amazon à la rentrée en septembre, il y a eu beaucoup de nouvel intérêt pour le livre à cause de cette décision de faire revenir. Oui. Mais en fait, ils vont télétravailler au bureau, les gens. Tout à fait. Donc d'un étage à l'autre, même d'une pièce à l'autre, comme vous dites, les gens vont télétravailler. C'est juste qu'ils ne seront pas chez eux. Donc on leur enlève le côté flexible, pratique de ne pas avoir les temps de transport. Mais par contre, ils continueront à travailler, à faire des journées de visio. Donc ils continueront finalement à télétravailler. Alors si vous deviez justement imaginer la visio, mais dans 10 ans, qu'est-ce que ce serait? Alors là, c'est difficile comme question parce que on ne mesure tellement pas ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Donc, que ça va peut-être encore modifier. Peut-être que je pense que ça va amplifier encore cette possibilité d'individualisation et de paramétrage individuel de sa façon de travailler. Ce qui va dire qu'on va de plus en plus travailler à distance. Je prends un exemple justement d'un dérivé de l'intelligence artificielle qui s'appelle Copilot. Alors que moi, mes copilotes, c'est les gens que je croise dans mon coworking. Je ne peux pas me passer des gens pour arriver à sortir mes idées. J'ai besoin des autres comme rebond. Un peu comme Dr House qui fait ses diagnostics, c'est mon idole. Et c'est-à-dire que je pense qu'il y a des idées qui sortent parce qu'on parle avec les gens et c'est comme ça qu'on arrive à s'enrichir. Et bien là, c'est l'IA qui va remplacer ça. Donc on va être encore plus dans le cocon, les cocons numériques qu'on se fabrique chacun pour... voilà. Mais du coup, on perd totalement, on perd cette spontanéité. Rien que pour dire, au fait, tu connais quelque chose là-dessus? Là-dessus, il faut envoyer un message à quelqu'un. Tu es dispo pour me parler 5 minutes. Après la personne, 1 heure après, oui. On peut se faire une visio là-dessus. OK. Et après, on parle dessus. Bon, en fait, l'idée, elle est remplacée. Donc, en fait, c'est vrai que du coup, on a plus peut-être la possibilité de temps calme, ce qui n'est pas vrai, parce on reçoit tout le temps des notifications. Mais en tout cas, on est de plus en plus seuls ensemble, en fait. Et voilà, donc ça rejoint un peu ce défaut. C'est ça, c'est le seul ensemble. Mais on est déjà un peu dans ce problème-là, mais avec Facebook, en fait, on était déjà seul ensemble. C'est aussi ce que disait chantait Orelsan, seul avec du monde autour. Et voilà, c'est ça. Est-ce qu'on aura une visio en réalité augmentée? C'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. En fait, si jamais vous venez seul en visio contre une autre équipe, eh ben, vous allez perdre parce que ça se trouve, la personne, elle est en train de dialoguer pendant qu'elle vous regarde en faisant semblant qu'elle est toute seule à parler avec vous. En fait, elle est en train de demander, là, il m'a parlé de cette chiffre, tu peux vérifier. Et il y a des personnes qui sont présentes, mais en clandestin, sur WhatsApp par exemple, qui vous envoient les données. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'organisent de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils récupèrent des données avec des gens qui ne sont pas officiellement dans la réunion, mais qui sont des passagers clandestins pour apporter des éléments au fur et à mesure. Et donc, on croit qu'on est tout seul, mais en fait, il y a plein de gens derrière. Ah oui. Donc, on est augmenté. Oui, tout à fait. Mais en réalité augmentée aussi du fait qu'on pourra peut-être même toucher les gens, mais virtuellement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus cet écran. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, oui, tout à fait. Tout à fait, on va essayer de retransmettre, d'augmenter. Là, tout à l'heure, on parlait de Work Adventure qui crée Voilà. SimCity. Il y a une autre entreprise qui m'ont demandé de les voir parce qu'ils ont lu cette scénette-là et donc ils s'appellent Mansalab. C'est moins ambiance en 2D Pac-Man, c'est plus ambiance Second Life. Et là, c'est-à-dire qu'ils ont créé un métavers pour faire des visios. Voilà. En fait, du coup, on crée une sorte de nouvelle open space.
c'est pas bête hein, pour les boîtes de consultants qui sont toujours en régie chez clients et qui finalement ont plus un sentiment d'appartenance quand ils sont sur des longues missions, ont plus un sentiment d'appartenance à l'entreprise pour qui ils travaillent que pour leur employeur de consultant. Mais n'empêche que c'est quand même assez étrange comme sentiment de rajouter du virtuel pour du virtuel à un moment. Moi, de temps en temps, j'en ai marre de mettre des mots de passe, des mots de clés, toujours de cliquer sur des boutons pour arriver à parler à quelqu'un, en fait. C'est vrai que c'est pas fluide. Donc finalement, on n'a pas posé de jugement, on ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est là et il va falloir s'adapter. Voilà, c'est ça. Et pour s'adapter, il faut faire un bon diagnostic pour se rendre compte qu'il y a des avantages, mais qu'il y a aussi des inconvénients. Mais sans que les gens poussent des cris d'orfraie en se disant « Ah, ça veut dire que vous voulez supprimer le télétravail ». Non, non, c'est là. C'est bien ça. C'est que j'ai eu beaucoup de remarques là-dessus, en fait, de la part des lecteurs qui disaient celui-là, il n'a rien compris, il veut revenir avant. Non, non. Quand j'ai écrit l'Open Space Mathieu, je ne voulais pas revenir à des bureaux fermés. Je voulais juste qu'on réfléchisse à cette nouvelle, à ce que ça change dans nos manières de travailler, pour qu'on le fasse de meilleure façon. Alexandre, un conseil aux salariés qui jonglent entre flex office et visio? Ah oui. Alors, mon conseil, c'est les petites techniques d'appropriation du territoire. Parce qu'en fait, officiellement, vous n'avez pas le droit de prendre la même place et vous devez, dès que vous partez en réunion, votre place, elle est disponible pour tout le monde. Dans ce cas-là, il faut négligemment oublier un chargeur de portable ou mettre sa veste sur le dossier. Parce que dans les faits, les flex office ne sont pas vraiment flex. Déjà, on crée des zones par ressources humaines, compliance, droit juridique, ressources humaines, parce qu'il faut bien retrouver quand même ces équipes. Et puis, c'est ce qui fait d'ailleurs que le flex office, c'est pas vraiment flex, c'est un flex office un peu fixe. On appelle ça du flix, quoi. On dirait que c'est un flix. Les flex office sont jamais, on peut pas s'asseoir où on veut. Mais c'est vrai que j'ai fait une scénette où il y a une personne qui n'a pas sa place habituelle parce qu'un consultant qui n'était pas au courant que c'était sa place, même si c'est pas censé être sa place, est installé là. Il est furieux, il est peu à côté de son équipe, donc il se balade toute la journée avec son ordinateur. Il perd du temps. Il perd du temps et en fait, il n'y a aucun endroit qui lui convient. Il ne se sent pas peut-être considéré aussi au sein de l'entreprise parce qu'on lui a piqué sa place. Voilà, comment peut-on faire sa place en entreprise quand on n'en a plus? Ça, on pourrait terminer là-dessus presque, mais oui, c'est le problème. Il y a quelque chose qui est nié et qui est fondamental chez l'être humain, c'est le besoin d'avoir sa place, d'avoir sa marque dans un territoire. Quand on va en classe, on s'assied à la même place. Quand on va à une conférence ou quand on est à une formation, on reprend à chaque fois la même place. Regardez, moi je suis toujours à la même place quand je tourne. C'est ma place. Voilà, c'est naturel. À table aussi, en famille, on a toujours la même place. C'est normal, on laisse, c'est presque même, j'imagine, presque instinctif, on laisse son odeur, sa marque. Sa marque. Tout à fait. Merci beaucoup Alexandre Désinard pour cet échange qui n'est pas en visio cette fois-ci et qui est très agréable. Merci, c'était agréable, oui aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis vous l'aurez compris, la visio, c'est bien, c'est efficace, mais c'est toujours plus sympa quand même de se voir en vrai, autour d'un café ou d'un verre. À très bientôt.